Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire des réglages pendant que vous vous connectez dans ce A-Live with me. Et normalement, vous devez m'entendre assez bien. Donc, j'ai décidé de créer une nouvelle rubrique parce que ce n'est plus du coaching. C'est A-Live with me. Donc, c'est plutôt un espace dans lequel je vais répondre justement aux questionnements, au sujet que vous allez m'envoyer en privé ou par mail, dans lequel on va explorer un peu plus la réalité versus l'illusion, le moi, et tout simplement des questions qui peuvent être de tout type, spiritualité ou pas. Donc, aujourd'hui, je vais prendre mon ordinateur, je vais répondre à la question de l'une d'entre vous et je vais la lire et on va aborder le sujet ensemble. Dites-moi si vous m'entendez bien entre-temps, si tout va bien, comment allez-vous? Et c'est parti. Donc, la question à laquelle je vais répondre, oh mon Dieu, le Wi-Fi ne fonctionne pas. Donnez-moi une seconde. D'ailleurs, je ne sais pas si ça va tenir parce que je suis sur le Wi-Fi des voisins. Donc, laissez-moi une seconde pour me connecter chez les voisins. Et comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hello Laura, super. On va le mettre là. Ok. La question est la suivante. Bonjour Claudia, je voulais te demander si c'est possible de parler sur le sujet. Comment voir ou peut-être différencier entre le sens qu'on essaye de donner aux événements de la vie et à tout ce qui nous arrive et au concept du bien ou mal? Comment voir ça de façon pratique dans la vie de tous les jours si on ne donne pas de sens et qu'on n'est pas dans le jugement de quoi que ce soit? Comment voir à partir du principe de la non-dualité le concept de ça, le concept de ça se fait, de faire ça ou ça ne se fait pas? Que ce soit pour la personne avec elle-même ou dans les relations avec l'autre. Et merci beaucoup pour tout ce que tu partages avec nous. Ok. Super question. Super question que j'aime bien décortiquer ensemble. On vit dans un monde dans lequel tout est interprétation. Ok. Donc, selon la société dans laquelle on vit, on considère que certaines choses sont bien. Et si on vivait dans une autre société, on considérait que d'autres choses sont bien ou mal. Prenons l'exemple très simple qui ne va pas forcément nous déclencher, et parce que ce live, ça peut vous déclencher, et c'est normal que le cerveau fasse résistance à ça, ok? Mais restons ouverts et on regarder un peu au-delà des concepts. Donc, si je vivais dans une société dans laquelle manger des insectes, c'était normal, c'est ni bien ni mal, c'est juste ce qui est. Pour moi, puisque je grandis dans cette société, pour moi, manger des insectes, c'est normal. Mais pour une personne qui regarde ça, qui ne mange pas des insectes, ça c'est dégoûtant. Comme ils font ça, je ne mangerai jamais ça. Poussons un peu plus, ok? Manger des chiens. Au Vietnam, manger des chiens, c'est une délicatesse, c'est un truc de luxe, ok? Mais dans une société autre, donc pour une personne qui n'a pas grandi au Vietnam, les personnes qui mangent des chiens, c'est horrible comme ils font ça, et en reprenant les mots qui m'ont été écrits dans le mail, ça se ne fait pas. Mais donc à chaque fois qu'on est dans l'interprétation de ça se fait et ça se ne fait pas, ça vient tout simplement de comment est-ce qu'on a grandi, des valeurs auxquelles on a adhéré en grandissant, de la société dans laquelle on est, de quelque chose qu'on regarde et on interprète. Donc si on revient à une neutralité, tout est. Il n'existe pas effectivement bien ou mal. Et oui, on n'est pas en train de nier qu'il y a des choses que éthiquement sont terribles, des choses que quelque part on ressent, une partie de nous ressent que ce n'est pas bien. Mais ça va au-delà du concept, ce n'est pas bien parce que c'est quelque chose que fondamentalement on ressent.
Donc, encore une fois, si on regarde les choses au-delà des interprétations du mental et des valeurs et de la culture, etc., ça n'existe pas bien ou mal. Ça, ce qui est juste est. Mais le mental refusera ça parce qu'il va dire, mais comment tu peux dire une chose pareille? Tu ne peux pas dire que faire de la violence sur un enfant, c'est juste ce qui est. Et j'entends complètement. Et c'est là que le paradoxe coexiste, cette double réalité existe dans laquelle, bien sûr, on sait à l'intérieur de nous que c'est terrible, que non, on ne veut pas ça. Et à la fois, d'un point de vue dans lequel on n'interprète plus rien parce que tout est, ça reste juste ce qui est. Et la preuve vient du fait que la réalité est relative. Il n'existe pas une seule réalité. Il existe autant de réalités que de mentales. Donc, chaque personne interprétera ça de façon différente, avec des nuances différentes. Pour une, ça sera atroce. Pour une, c'est pas si pire que violer une femme. Vous voyez, donc, comment savoir si c'est bien ou mal? Déjà, commencer à voir que bien ou mal, c'est une interprétation du cerveau. Donc, comment savoir, quand elle pose la question, comment voir à partir du principe de la non-dualité le concept de ça se fait de faire ça ou ça ne se fait pas de faire ça? Qui dit que ça se fait ou que ça ne se fait pas? L'éducation avec laquelle tu as grandi, la religion, la culture, les politiciens, qui dit ça se fait ou ça ne se fait pas? Encore une fois, si tu vois le concept de ça se fait et ça se fait pas, ça vient encore une fois des concepts d'interprétation. Mais, c'est là que, restez un seconde avec moi, je suis persuadée que plus nous on regarde justement au-delà du concept, au-delà des interprétations, au-delà des... J'ai grandi en Italie, donc en Italie on ne mange pas les chiens. J'ai grandi en Vietnam, mais manger des chiens c'est une délicatesse. Si on regarde au-delà de l'interprétation, au-delà des concepts, au-delà des valeurs, au-delà des dogmes, au-delà de tout ce qui peut être inculqué dans un cerveau humain, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a déjà là, avant que je devienne un être humain dans le monde, un moi, dans le monde, avec ses valeurs, avec ses croyances, qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faut faire ça? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui a été de toujours déjà là? C'est quelque chose que, avant, bien avant, ne sera jamais allé faire de la violence envers notre être humain. Bien avant, ça c'est ça. Ça c'est ça, pas en mode je devrais pas faire ça, ça se fait pas, ça se fait. Parce que ça c'est encore un concept. Derrière ça, il y a un instant, un ressenti, un quelque chose, la vie qui se fait et qui nous pousse plutôt dans une direction que dans une autre. Donc, encore une fois, si on reste dans ça se fait ou ça se fait pas, bah oui, il y a autant d'interprétations que de personnes. C'est-à-dire, toi, peut-être, tu vas te dire, mais moi, je mange la viande. Et puis, ta copine, elle dit, mais ça se fait pas, c'est horrible, mais tu te rends compte qui détient la réalité? Du coup, à quel moment ça ne fait pas ou ça se fait? On ne le saura jamais parce que c'est encore un concept, c'est encore dans les interprétations. Mais derrière ça, comme je vous disais, il y a quelque chose qui se fait à nous qui va déjà dans un sens. C'est la vie qui se fait et qui va dans une direction. Je ne pense pas qu'on est des êtres violents par nature. Je ne le pense pas. D'ailleurs, si jamais vous avez lu le livre The Fall, dont je parle assez souvent, quand on décrit quel type de vie on avait, quel type de relations et communautés on avait avant la colonisation, avant la chute de l'ego, on vivait en harmonie. On n'était pas des êtres violents. On vivait en harmonie. Et encore, violent, ça veut dire quoi? Dépendamment des personnes, ça change aussi le signification, n'est-ce pas? Quand il y a eu des conditions climatiques très difficiles, quand il y a eu des conditions qui ont demandé à l'être humain de développer un certain type d'intelligence autre de celle qui était là avant, l'être humain commençait à devenir violent. Donc ça s'est développé l'ego, ça s'est développé l'individualisme,
Et du coup, ces peuples-là ont commencé à faire de la violence contre d'autres peuples pour conquérir, pour se protéger, pour se défendre, pour survivre. Et de là, la colonisation, la société qu'on connaît aujourd'hui, etc. Mais du coup, encore une fois, avant le mental qui émerge et qui dit « je dois absolument protéger le moi », est-ce qu'il y a en nous de la violence? Est-ce qu'il y a en nous quelque chose qui sait ce qui se sent juste ou pas juste, mais pas juste ou pas juste dicté par la société, ça se fait et ça se fait pas. Ça vient de dehors. Il y a un boussole intérieur avant le mental qui essaye de défendre le moi, avant le mental qui essaye de protéger et sécuriser le moi. Quelque chose qui va dans ce sens-là de façon naturelle. Et j'ai envie de vous dire, même dans le fait que le mental puisse prendre le dessus et qu'il vienne défendre le moi, c'est la vie qui se fait. Parce que pouvons-nous dire qu'une maman qui défend son enfant et pour défendre son enfant devient violente contre quelqu'un pour défendre son enfant, ça se fait pas ou ça se fait? On ne sait pas. On ne peut pas le dire. Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est tellement... La réalité est relative. Donc, je suis contre la violence jusqu'à un certain point. Je suis contre la violence, mais quand je dois défendre ma famille, oui, c'est juste de devenir violent. Vous voyez, on ne peut pas savoir. Mais pour répondre à la question, vois ça, comment savoir qu'il y a une partie de toi qui cherche à comprendre ça se fait, ça se fait pas. Selon qui? Comment tu fais le savoir? C'est dans quelle société, dans quelle perspective, dans quelle culture, tu ne peux pas savoir. Mais la seule chose que tu peux faire dans ce cas-là, quand tu te poses la question comment je fais à savoir ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste, ou oui, ça se fait ou ça se fait pas, écoute ce qui est là. Écoute ce qui est là, peut-être avant que le cerveau prenne cette position de vouloir protéger, vouloir défendre le moi. Plus on est identifié à l'idée qu'il y a un moi à défendre, à protéger, un danger, plus on croit être un moi dans le monde, plus je pense, mais plus parfois nos actions viennent poussées par une énergie qui parfois n'est pas forcément... J'essaie de trouver le mot parce que je ne vais pas mettre le mot bien ou mal. Est-ce que si on revenait à l'espace qu'on est vraiment, en voyant qu'il n'y a pas un moi ici en danger ou qu'on n'est pas sur moi, on ferait exactement ces choses-là? Parfois non, à mon avis. À mon avis, moi, on est identifié, moi, il y a quelque chose qui nous guide et qui se fait à travers nous, mais qui ne vient pas par réaction extérieure, par il y a un danger ici, il y a un moi que je dois protéger. C'est juste la vie qui se fait. La vie qui se fait à travers nous de façon complètement automatique. Il y a un instant qui en suit. Donc, encore une fois, tu ne sais pas ce qui est bien ou mal, tu ne sais pas ce qui ça devrait se faire, ça ne devrait pas se faire, tu ne sais pas. Tu le sais dans le contexte des règles de la société dans laquelle on vit, tu le sais dans le contexte de ceci est la relation que j'ai avec cette personne et cette personne m'a exprimé clairement ses limites, alors ça, je ne le ferai pas. Mais dans ma perspective, ce n'était pas quelque chose de mal. Et c'est comme ça qu'on vit. Certaines personnes font des choses pas en pensant qu'elles sont mal et ne le sont pas fondamentalement pas. Mais elles peuvent être perçues par l'autre comme ça se fait pas. N'est-ce pas? Et là, on commence à connaître les limites. Mais encore une fois, il n'y a pas de bien ou mal ou ça se fait pas. Encore, selon le contexte social, selon la société dans laquelle on vit, mais ça reste neutre. Donc là où tu peux te positionner, c'est rassurer cette partie qui a peur de mal faire, qui a peur de faire un pas faux, et voir que fondamentalement, il n'y a pas une bonne ou mauvaise réponse, il n'y a pas bien ou mal, mais que tu peux faire confiance à cette partie derrière, que si tu sens juste quelque chose, tu ne peux que suivre ça. Et plus tu vois les mécanismes du mental qui essayent de protéger le moi ou d'identifier au moi. Et quand je dis identifier au moi, ça veut dire que souvent quand on est identifié au moi, on est dans les impulsions. On est dans tout ça. Donc plus on voit que
tout ça peut émerger sans réagir à une impulsion, sans suivre quelque chose d'agressif à l'intérieur de nous. Ce qui reste est juste l'espace. Donc il n'y a plus de réaction à ça. Voilà. Voilà pour répondre à ta question. Tu ne peux qu'écouter ce qui est là. Et au fur et à mesure que tu te relations avec les gens, tu sauras que pour cette personne, ça ne se fait pas. Mais il ne détient pas la réalité. Personne d'entre nous retient la réalité. C'est sa vision. Et on peut la respecter. On peut respecter ses limites. Point. Il n'y a pas de faux pas. Continuons à regarder dans la direction de quel est cet espace derrière le moi, derrière toutes mes identifications, qui est large. Et c'est de là que je suis les élans et je suis ce qui est là. Et encore une fois, selon moi, et ça c'est ma personnelle vision, plus on est dans cet espace, moins on est violent, moins on est dans des actions qui peuvent nuire l'autre, soi-même et l'autre. Par exemple, avoir des addictions. Plus on voit qui suis-je vraiment derrière cette impulsion d'aller vers le sucre, la cigarette, par exemple. Je ne devrais pas le faire, ça ne se fait pas. Mais il n'y a pas besoin de ça, parce que quand tu regardes, qu'est-ce que cette impulsion qui veut me pousser vers ça? Oh, c'est juste l'énergie qui va être vécue. Je suis l'espace qui peut la laisser être. Et donc je ne serai plus en réaction. Donc, dans ma vision, plus on regarde dans cette direction, plus on sera en harmonie. Mais encore une fois, enlevons le concept de ça se fait, ça se fait pas, parce que c'est encore une interprétation. Ce qui est. Et je pense que plus... Je vais pousser le discours en seconde. Une personne qui est sociopathe ne voit pas que tuer quelqu'un, ça se fait pas. Elle peut le voir parce que dans la société, si tu le fais, on te met en prison. Donc, elle a un concept de ça se fait pas. Mais pour elle, pour cette personne sociopathe, cette impulsion et ce truc qui est là devient vrai et s'identifie à ça et le fait quand même. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis que plus on voit qui on est vraiment sans identification, moins plus toutes ces choses peuvent émerger à travers nous et on ne doit pas forcément y répondre. Et quand on n'y répond pas, on ne répond pas aux impulsions, on ne répond pas aux addictions, on ne répond pas à l'agressivité parce que ce sont juste des énergies qui peuvent être là. Donc pour moi, c'est pour ça que si on enlève l'interprétation, il y a quelque chose qui est déjà en harmonie en nous. Et il ne s'agit plus de ça se fait ou ça se fait pas. Est-ce qu'on peut, et je sais que ça peut être un discours, on ne veut pas entendre ça, notre mental ne veut pas entendre ça, mais est-ce qu'on peut accepter qu'il y a effectivement une neutralité, ce qui est, c'est juste ce qui est, et à la fois, on refuse d'accepter la violence, on refuse d'accepter qu'un enfant soit blessé, on refuse des choses qu'on sait fondamentalement qu'elles sont atroces, n'est-ce pas? Et voir aussi que dans tout ça, il y a le paradoxe de tout est neutre, parce que si on revient au plus petit, donc le truc qui vous déclenche, mettez-le en côté en seconde, si on revient au plus petit, est-ce que c'est juste ou pas juste manger des insectes? Est-ce que ça se fait ou ça se fait pas? Je reviens à quelque chose d'encore plus petit pour déclencher encore moins. Ici, à Bali, il y a des gens qui se baladent en scooter sans t-shirt. Ça se fait ou ça se fait pas dans une culture dans laquelle, respecte la culture dans laquelle tu es. Tu peux pas te balader sans t-shirt comme ça. Pour le Balinais, c'est pas bien. Dans leur culture, c'est pas bien. Mais pour un Australien, un Américain, se balader sans t-shirt en scooter, ça se fait. Qui détient la réalité alors? Vous voyez que ça dépend de la culture, de la société, des valeurs, de l'interprétation. Si on va au-delà du concept, on trouve un but sur l'intérieur.
on la trouve, cette boussole intérieure. Donc parfois on fera des choses que pour d'autres ne se font pas. Et là on se réajuste. On parle, on communique, ah ça c'était une limite pour l'autre, ok. Mais vous voyez aussi qu'ici il n'y a pas vraiment un moi en contrôle. Parfois on fait des actions et ce sont des autres énergies qui nous prennent à nous. C'est pas nous qu'on prend ces décisions. Parfois c'est quelque chose qui vient de qui sait quoi. Donc est-ce que du coup il y a ici un moi méchant, il y a un moi pas valable, il y a un moi... Je pense que chaque être est extrêmement assez, il ne peut pas être plus assez de ça, extrêmement valable et plein d'énergie nous prennent, plein de mental nous prend, plein des parties psychologiques. Est-ce qu'un sociopathe est moins valable qu'une personne qui fait de la charité? Comment on peut dire ça? Qui sait pourquoi cette énergie, ce cerveau s'est construit comme ça et pour cette autre personne s'est construit autrement? On peut pas le dire. Donc il y a rien de... Il n'y a aucun jugement à avoir ici. On est tous des êtres humains, on est tous en train de faire notre chemin. Donc c'est ok de parfois, encore une fois, enlève le concept de ça se fait ou ça se fait pas. Oui et non, j'espère que vous avez vu la dualité de ça. Et j'espère que vous avez vu que quand une personne vous dit ça se fait pas, ça lui appartient aussi parfois. Ça appartient à sa culture, ça appartient à sa vérité. Ça ne veut pas dire qu'on ne la respecte pas, n'est-ce pas? Ah ok, je vois. Dans ma culture, ça se fait. Mais je comprends. Voilà, j'espère que ce sujet vous a passionné comme ça me passionne à moi, décortiquer toutes ces observations comme ça sur notre nature, la non-dualité, etc. Et encore une fois, si vous voulez m'envoyer des questions, si vous voulez que j'aborde certains sujets, j'ai décidé de faire des nouveaux lives. C'est A Live with Me. C'est complètement différent du coaching. Et la raison aussi pour laquelle je prends ces directions, probablement je vous en parlerai prochainement de façon plus profonde, mais ma posture change un peu. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans ma façon d'accompagner les autres, d'être présent pour les autres, d'être disponible pour les autres. C'est quelque chose que mon énergie me demande, je le sens. Donc voilà, c'est des lives qui seront toujours, je suis toujours ravie de les faire, de partager ça avec vous. Et si vous voulez apprendre à coacher de cette façon-là et explorer plus profondément tout ça, c'est dans le chemin de l'éveil et dans la Soulful Coach. Et les portes de Soulful Coach réouvrent en septembre. Merci pour avoir été là avec moi et à bientôt.